Et voici notre série des petites questions de Stéphane et Béatrix, avec aujourd'hui la petite question des addictions. Bonjour Stéphane. Bonjour Béatrix. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'addiction et de troubles du comportement alimentaire. Ce sont des questions qui nous ont été posées, je crois. Tout à fait. C'est des questions qui reviennent assez souvent dans le domaine et en tout cas, c'est des questions qui nous ont été posées. Donc voilà, nous sommes ravis de faire cette vidéo pour traiter de tout ça. C'est vraiment très important de pouvoir en parler. Alors, j'ai eu la chance d'assister il y a quelques mois à une présentation du professeur Emmanuel Dys, qui est endocrinologue aux Hospices civils de Lyon. Et il a mis en place un tout petit test. Il a étudié tout un ensemble de tests qui permettent d'identifier les troubles du comportement alimentaire chez quelqu'un. Et pour ces patients en situation d'obésité, pour les patients du service, il a mis en place un petit test prédictif qui permet d'identifier si les personnes sont concernées ou non par les troubles du comportement alimentaire. Et il a recueilli un chiffre très impressionnant sur un nombre vraiment impressionnant de patients, je crois de l'ordre de 800. Il a identifié 78% de personnes en situation d'obésité qui souffriraient de troubles du comportement alimentaire. Bah, écoute, c'est étonnant parce que ce taux de 78%, on le retrouve aussi dans une étude de Christelle Queneau. Alors, Christelle Queneau, elle est à Nancy. Elle est psychiatre et justement, lors de ses études pour devenir médecin en médecine générale, elle a fait une étude sur 767 patients représentés entre 610 femmes et 157 hommes. Mhm. Et ton taux de 78% se retrouve dans les troubles du comportement alimentaire compulsif, justement à 78,5 pour les femmes et 66 pour les hommes. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très similaire. Et encore une fois, c'est des études sur plus de 700 patients des deux côtés, 700, entre 700 et 800 patients. Et effectivement, c'est impressionnant ce taux énorme de 78%, plus de 3 sur 4, quoi. Donc, voilà, je pense que si on dit ça aujourd'hui, c'est justement pour que les gens s'apaisent un petit peu et qu'ils soient dans la bienveillance. Ils ne sont pas seuls par rapport à ce problème. Et donc, voilà, ça se met en place pour justement les accompagner et les aider là-dedans. Et donc, est-ce qu'on a remarqué, je ne sais pas si l'étude du docteur Queneau le signale, mais est-ce qu'il y a d'autres troubles associés avec les troubles du comportement alimentaire et notamment les troubles addictifs, d'autres addictions finalement? Alors justement, par rapport aux troubles addictifs, on s'aperçoit justement, là on parle de 61% chez les hommes et près de 40% chez les femmes, ayant des problèmes personnels d'addiction. Et justement, dans le tableau qu'on va aussi publier, on s'aperçoit que le tabac, bien sûr, arrive très fort, avec 53% chez les hommes, 32,3% chez les femmes. Il y a l'alcool aussi qui est important, 14% chez les hommes, 3% chez les femmes. D'ailleurs, en parlant d'alcool, on précise justement qu'il y a pas mal d'études qui sont en train de sortir ou qui sont sorties il y a quelques années sur l'apparition de troubles addictifs liés à l'alcool suite à un bypass. Oui. Pareil, il parlait de 25%. Alors voilà, ce chiffre-là me paraît énorme. Il faudrait faire d'avoir plus d'études, compiler un peu plus. Mais en tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui ont été opérées d'un bypass et aussi d'une sleeve, les opérés bariatriques, voilà, essayez un petit peu de regarder ce qu'il en est par rapport à votre consommation d'alcool à peu près 1 an et demi, 2 ans post-op suite à la lune de miel. Voilà, bon, les achats, effectivement, avec la perte de poids, on s'aperçoit qu'il y a, alors là, si on parle d'1 à 2%, mais il peut y avoir une addiction à l'achat, une addiction compulsive à l'achat. La sexualité aussi, alors là, pareil, on parle de 0,6, 0,3%, mais moi, dans les personnes que j'ai accompagnées, j'ai eu quand même pas mal de femmes qui m'ont parlé euh, d'addiction au sexe, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans voilà, on fait du sexe avec de nouveaux partenaires, etc. Non, il y a vraiment une addiction sur certaines personnes qui vont avoir une compulsion sexuelle assez importante.
Et donc voilà, donc c'est quand même des données importantes. On revient toujours pareil sur ces 766 personnes qui ont été Mhm. questionnées. Donc voilà, c'est pas un épiphénomène et c'est pas sur une petite étude, quoi, Et Stéphane, comme Adam d'ailleurs. Oui, excuse-moi de t'interrompre, mais comment on bien sûr. explique le fait que l'addiction à l'alcool augmente chez les personnes ayant eu un bypass? Comment on explique cette mécanique? Bah, alors, je pense que ça a à voir aussi avec les BED, Binge Eating Disorder, justement les personnes qui ont une compulsion avec la nourriture, le fait que par rapport à une sleeve où on retire trois quarts de l'estomac et par rapport à un bypass où effectivement il y a de l'ordre du court-circuit et donc un petit peu une distorsion de la digestion. La personne qui avant avait des compulsions par rapport à la nourriture, par rapport à du solide, ne peut plus avoir cette compulsion parce que clairement, il n'y a plus de place. Donc, transfère cette addiction sur quelque chose de liquide qui prend beaucoup moins de place, mais qui est aussi particulière puisqu'on sait qu'avec les opérations bariatriques, les sensations, en tout cas le ressenti de l'alcool est beaucoup plus rapide au niveau du cerveau, quoi. D'accord. Et alors, comment expliquer cette histoire de besoin d'addiction? Est-ce que ça a à faire avec la question de la récompense ou qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Totalement, totalement. Donc, on parle donc du circuit de la récompense. Donc, c'est le fameux schéma où justement il y a un déclenchement d'endorphine et de dopamine, donc ce qu'on appelle les hormones du plaisir. Euh, et donc, Mhm. justement, le cerveau est pour rester dans l'addiction, a un shoot d'endorphine et de dopamine. Et donc, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense, cette chose où, par la bouche, souvent, on amène un produit qui fait plaisir. Alors, on parle souvent du sucre, qui est un super capteur d'endorphine et de dopamine, en tout cas, qui est un super déclencheur Mhm. dans les synapses. Et donc, le cerveau, et en tout cas l'être humain, est ainsi fait qu'il est toujours en recherche de ce fameux plaisir. Et le plaisir qui est quand même au centre de la vie, quoi. Donc, voilà, ça se fait dans le cortex frontal et effectivement, c'est la libération de dopamine et d'endorphine qui fait qu'on ressent ce qu'on appelle le circuit du plaisir. Et donc, on est toujours le cerveau depuis la préhistoire, on s'est aperçu que justement l'être humain est toujours en recherche de ce plaisir qui lui permet de vivre tout simplement. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, cette histoire d'addiction avec la nourriture, c'est ce besoin de réconfort qui se manifeste en fait, en face d'aléas de la vie, de difficultés, d'un vécu de violence, de psychotraumatisme. On a évoqué cette question dans d'autres échanges. Et donc, c'est tout simplement une possibilité de survie, une sorte de bâton pour tenir en fait. Est-ce C'est que ça. tu vois ça comme ça de ton côté? C'est ça, c'est ça. Tu sais, moi qui travaille en addiction, l'alcool, euh, souvent les personnes en situation d'addiction par rapport à l'alcool appellent la bouteille maman. La bouteille en Oui, elle-même s'appelle ah, quand maman. même. Donc Waouh. effectivement, par rapport au psychotrauma, voilà, c'est pas anodin. En effet. Voilà, on revient toujours Mm. sur les syndromes abandonniques, etc. Voilà, la maman. Alors la fonction maternelle, je ne dis pas la maman, la femme ou la maman, mais la fonction maternelle est quand même sous-interrogée. Et donc voilà, par rapport à nous, notre travail sur tout ce qui est du psychotrauma, etc., c'est vraiment quelque chose de fort. Oui, je comprends. Et donc, en fait, peut-être que ce message qu'on voudrait faire passer, c'est que les personnes confrontées à ces addictions doivent avoir beaucoup de compassion pour elles-mêmes, en fait. C'est ça, c'est beaucoup de compassion. Alors, ça me rappelle le cercle de Prochka et Clemente, parce que par rapport à cette compassion, souvent, on est dans une société comment dire, de l'absolu, du tout de suite. Il faut réussir, il faut être le meilleur, il faut être, tu vois, toujours au-dessus. Par rapport à cette addiction et par rapport à ce circuit de la récompense, où d'ailleurs,
pour être clair, on a tous dans la tête un circuit de la récompense et donc on est tous appelés avec un produit différent ou sans produit, de toute façon, à chercher perpétuellement cette quête de plaisir. Donc justement, la notion de rechute fait partie de cette quête de plaisir. C'est-à-dire qu'effectivement, alors là, je vais parler pour que ça soit plus clair par rapport au sucre. Euh, tu sais que tout le monde se dit il faut absolument que je réduise ma consommation de sucre, il faut que quand je suis pas bien, le fameux carré de chocolat que je prends, il faut que je l'arrête, surtout que moi je suis opéré bariatrique ou je vais être opéré bariatrique, donc il faut vraiment que je prenne soin de moi, qu'il faut que je fasse attention à ça. La rechute fait partie de ce fameux cercle de Prochka et de Clemente, et ça fait partie justement de la consolidation, et c'est des étapes, on va dire, importantes, c'est-à-dire que la rechute fait partie, pour faire un lien avec le cercle vertueux, fait partie du rétablissement. Et donc, les personnes qui, par moment, ont une petite rechute, c'est tout à fait normal et ça fait partie de la chose. D'accord. Et donc, finalement, si on devait réfléchir à des suggestions, des conseils, des recommandations qu'on pourrait partager avec les personnes qui nous regardent et nous écoutent, qu'est-ce que tu suggérerais? Bah, déjà, la première des recommandations, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes, de s'entourer de professionnels bienveillants aussi, parce que justement, tu as bien compris que le fameux circuit de la récompense, donc tout le monde là, et que effectivement, cette recherche de plaisir est tout à fait normale et tout à fait logique dans la vie de l'être humain, parce que sans cette notion de plaisir, on ne vit pas. Donc voilà, donc effectivement, c'est une pulsion de vie et le plaisir est une pulsion de vie et de toute façon, voilà, le plaisir est présent dans la vie de tous les jours. Il prend diverses formes, mais voilà, donc c'est vraiment cette recherche-là de rechercher des personnes bienveillantes, formées, accueillantes, qui puissent, avec toi, le patient, pouvoir évoluer dans cette recherche d'équilibre, quoi. Et sinon, tu avais évoqué l'autre jour la question des 4 S. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais bien sûr, alors j'ai entendu ça il y a très peu de temps et moi ça a tilté en moi. C'est vrai qui est assez simple à se rappeler, les 4 S. Donc les 4 S, c'est le sommeil, le sucre, le sport et la sédentarité. Alors pour les deux derniers, sport et sédentarité, il y a des gens qui vont ouvrir les gros yeux comme ça. Mais voilà, on n'est pas là pour faire des athlètes olympiques, on est juste là Ah non? pour… Oui, ah ben non, toujours pas. Mais tu sais que Non? c'est… Voilà. Et non, mais que justement… Tu veux dire que sport, en fait, c'est pas la salle de sport, les bars, etc. ben non, la salle de sport, déjà, c'est super compliqué pour une personne en situation d'obésité parce qu'il y a un truc qui est flagrant dans les salles de sport. Quoi, deux trucs. Le premier, c'est les miroirs qu'il y a un petit peu partout pour la glorification des muscles qui sont en train de pousser et qui est super compliqué pour une personne en situation d'obésité Tu parce que le m'étonnes. fameux regard des autres. Et puis le deuxième, tu as le fameux athlète qui est là depuis 40 ans, qui prend des produits ou autre chose et qui est comme ça tout le temps, Et justement, il y a ce regard-là. Donc, effectivement, la salle, ce n'est pas la meilleure des choses, surtout que la salle, comme à chaque fois, ce qui est important, c'est l'accompagnement. Et donc, il y a toujours cette question d'accompagnement. Moi, je prône effectivement le sport adapté, donc le sport santé, et donc avec des coachs à part, donc activité physique adaptée, justement pour les personnes en situation d'obésité ou les personnes opérées qui perdent beaucoup de poids au début, mais qui perdent aussi des muscles et des ligaments, donc il faut remettre toute la machine en route. Et donc, il Oui, faut être accompagné pour ça. très important. Voilà. Et donc, la sédentarité, c'est pareil. L'être humain a l'impression qu'il ne faut rien depuis les années 80-90. On dit que l'être humain ne présente rien. Vous avez un truc qui est important qui s'appelle ça, qui s'appelle le téléphone portable, qui va capter tous vos pas par jour. Et justement, la captation des pas, vous allez voir que vous n'êtes pas sédentaire, ou en tout cas que vous êtes en voie de non-sédentarité, parce qu'on s'aperçoit qu'on fait souvent 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 pas, 15 000 pas par jour, et qu'on s'en aperçoit même pas. Donc voilà, encore une fois, un petit peu de bienveillance, un petit peu de… Voilà, Tu, tu veux dire que dans la vie quotidienne, en fait, on peut faire de l'exercice sans que ça soit un sport en salle ou en piste, mais de l'exercice tout seul. Tu as des exemples à nous donner?
Passer dans la vie l'aspirateur, quotidienne. faire une petite balade avec son enfant, le suivre pendant que son enfant fait du vélo, etc. Promener son chien. Alors, promener son chat, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont autonomes. Ça Mais dépend des voilà, chats. voilà, il y a plein de choses dans la vie de tous les jours qu'on fait sans s'en rendre compte et qui font partie des actes qui luttent contre la sédentarité. Et finalement, qu'est-ce que tu préconiserais en dehors de ces actes de la vie quotidienne pour avoir du plaisir en faisant de l'exercice? C'est ça, c'est toujours la question, la notion de chercher le plaisir. Il y a des activités qui vont vous procurer du plaisir. Alors moi, ce que je conseille aux, aux personnes en situation d'obésité ou les personnes qui ont été opérées, futures opérées ou qui sont à quelques mois après l'opération, c'est d'essayer plusieurs sports pour plusieurs donc, disciplines, plusieurs activités pour trouver celle qui lui fait le plus de plaisir. Et un truc qui est évident, c'est que si tu fais une activité qui te fait chier, tu n'y retournes pas. L'exemple est simple de la salle. Si tu payes une cotisation, une adhésion dans une salle et que tu y vas 3 fois, même pour toi, par rapport à l'estime de toi, l'estime de soi, justement, tu vas écorner encore plus cette estime. C'est Donc, une forme d'échec en fait. C'est vécu comme c'est un une échec. sorte d'échec Ouais. et justement, Quand c'est essaye de trouver un auto-infligé au point. bout du compte. C'est ça, c'est ça. Donc, trouver toujours la notion de plaisir et quelque chose qui te fait du bien, dans ton corps et qui te fait du bien surtout dans ton esprit. Eh ben, moi, je vais te donner un exemple. Imagine-toi qu'il y a quelques années, après avoir perdu beaucoup de poids dans le cadre d'une chirurgie bariatrique, j'ai découvert le tango grâce à un psychologue qui était venu nous faire une démonstration et qui est professeur de tango. Et ça a été magique, en fait, cette démonstration. Et j'ai essayé de trouver un cours près de chez moi et ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que ça m'a aidé à retrouver un rapport au corps équilibré, un rapport à l'autre aussi, au toucher de l'autre, qui n'était pas évident pour moi. Et ça m'a réconcilié avec beaucoup de choses, outre un plaisir inimaginable. J'aime énormément les musiques du tango, pour commencer. Et ensuite, j'ai toujours aimé danser parce que j'aime le mouvement en lien avec en rythme avec la musique. Et c'est une danse magique, c'est une danse fantastique et il y a bien plus de gens qu'on imagine d'ailleurs qui l'utilisent de manière thérapeutique, hein, des thérapeutes qui proposent le tango comme manière de revivre, de renaître. Et moi, ça m'a fait cet effet-là. Alors après, il y a des personnes qui peuvent adorer le rock, d'autres qui s'éclatent dans la salsa. Comme tu disais, je crois que la notion de plaisir est vraiment, vraiment fondamentale en fait. À la limite, c'est un déplacement du centre du plaisir, c'est-à-dire C'est ça? que le plaisir passe par le produit qu'on consomme, que ce soit de la nourriture, de l'alcool, du tabac, ça passe par le bien-être ressenti dans notre organisme et qui envoie des messages positifs au cerveau au bout du compte. Et c'est exactement ça, tu sais. Alors, pour revenir sur l'addiction, moi, je travaillais à Châtelet-Léal avec des fumeurs de crack. Donc, quand même, une addiction assez costaud, assez violente. Et effectivement, le vendredi, je proposais une activité footing. Alors, on va se dire, mais non, mais Stéphane, allô, quoi, faire du footing avec des personnes qui fument du Oui, crack. sur le coup, c'est Sauf que bizarre. Hein. oui, mais sauf que par rapport au circuit de la récompense, et on revient sur le circuit de la récompense, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le déclenchement d'endorphine, de dopamine est exactement le même en fumant du crack qu'en allant faire du footing. Alors, pas tout de suite, mais effectivement, voilà, sur le footing, je crois que c'est au bout de 10-15 minutes. Au bout de 10-15 minutes, quand tu fais du footing, tu n'as plus aucune douleur parce que je crois que c'est la dopamine fait son effet par rapport au corps et donc tu ne ressens plus aucune douleur. Et l'endorphine t'envoie un shoot de plaisir, un shoot de bonheur qui fait que justement tu continues. Et c'est exactement ça. Et c'est ce que tu disais sur le déplacement du produit. L'addiction ne peut se comprendre que souvent on a fait ce problème avec l'addiction en parlant de produit. Mais les addicts au sexe, il n'y a pas de produit. Tu ne vas pas dire que le sexe de la personne que tu rencontres est un produit, parce que ça serait quand même assez péjoratif de dire ça. Les personnes qui jouent à des jeux sur leur ordinateur, il n'y a pas de produit, il n'y a aucun lien avec le truc. Et c'est justement toujours cette question de notion de plaisir, une notion d'endorphine et de dopamine, et on en revient toujours au circuit de la récompense. Donc, si j'ai bien compris ce que tu dis, Stéphane, l'idée, en fait, pour nous aider à retrouver une vie équilibrée, c'est de ne plus être dans une situation de dépendance avec des actes ou avec des substances qui nous envoient des endorphines, mais plutôt
d'être dans le bien-être, le rapport au corps équilibré, se prendre nous-mêmes dans nos propres bras, en fait, hein, prendre soin de C'est ça. nous-mêmes avec, j'allais dire, une certaine compassion, une certaine tendresse pour nous-mêmes. Parce que finalement, Compassion, tendresse. j'imagine qu'on peut dire que nous sommes tous et toutes de belles personnes, avec nos histoires de vie qui ne sont pas simples, quelquefois même très douloureuses pour certains. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui ont besoin d'être dans la joie, dans le plaisir, dans le partage et dans des choses qui les rendent heureuses et libres, c'est-à-dire C'est ça. affranchies du comportement d'addiction. Mais c'est pour ça que certains vont te parler de sophrologie, vont te parler de plein de choses qui va te permettre de reprendre conscience de tout ça et surtout dans la bienveillance. Et on en revient toujours pareil, c'est une question de confiance, de respect mutuel et de la personne qui t'accompagne, quoi. Trouver, soit tu peux faire des activités, pour revenir au sport, des activités seules, mais qui te donnent du plaisir, soit tu fais des activités sophro, yoga, tout ce que tu veux, en lien avec des personnes qui sont bienveillantes et qui sont là pour t'accueillir et qui vont t'aider à avoir conscience de tout ça, quoi. En fait, voilà, l'idée, c'est se réconcilier avec son corps, l'écouter, l'entendre et lui donner ce dont il a besoin pour permettre à notre vie d'être dans un certain bien-être et une certaine joie. C'est ça. Écoute, Stéphane, merci beaucoup pour cet échange. Ben, Et merci à toi. bientôt, nous proposerons d'autres sujets à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour parler de ce que vous voulez, de toutes les questions que vous vous posez autour de la problématique de l'obésité. À bientôt alors, Stéphane. À bientôt. Salut. Voilà, c'était notre série Les petites questions de Stéphane et Béatrix. À bientôt pour de nouvelles questions.